Bah, tout le monde, il a des défauts, toi comme moi. Mais il y a des gens, ils ont des défauts tellement gros que ça leur pourrit la vie, ça pourrit la vie des autres, et ça les enfonce tranquillou dans la dépression et le suicide. Et là, c'est grave la merde. Si je devais définir simplement ce que c'est un trouble de la personnalité, je te dirais que c'est quelqu'un qui a une personnalité à chier. Maintenant, médicalement parlant, il y a plein de trucs qui peuvent déconner dans ta personnalité pour dire que tu as un trouble de la personnalité. Par exemple, ce qui peut partir en vrille, c'est les interprétations qu'on a du monde. Comme ce mec parano qui prend un compliment pour une attaque, ou cette fille qui se croit abandonnée dès qu'on lui dit pas bonjour. On peut aussi avoir des émotions inadaptées, comme cette dame qui s'énerve pour rien, ou celle qui chiale dès qu'on lui dit que ce qu'elle fait c'est pas parfait. Ça peut déconner aussi sur nos comportements ou les relations qu'on a avec les gens, comme cette femme qui choisit que des alcooliques comme partenaire, ou cette personne qui accepte tout le boulot qu'on lui donne sans oser dire non. Bref, pour résumer, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, c'est quelqu'un qui, depuis son adolescence, a des problèmes avec des parties de sa personnalité qu'il n'arrive pas à contrôler et qui lui pourrissent la vie. Si maintenant t'es le genre à te péter dans les dîners mondains, tu peux toujours aller voir sur ces sites ou sur les sites des DSM-4 ou DSM-Sec pour avoir les jolis mots pour décrire quelqu'un qui a ce trouble. En général, on classe les gens en termes de troubles de la personnalité en plusieurs catégories, et les plus connus, c'est les parano, les borderline ou les évitants, ceux qui fuient toutes les situations ou émotions négatives. Mais comme tout le monde est différent, ce que je vais faire, c'est plutôt de proposer un petit schéma mignon qui va permettre de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité. Ok, on prend une situation banale. Il y a un ami qui nous dit pas bonjour. Chacun d'entre nous va interpréter la situation de manière différente, mais si on n'a pas trop de problèmes, l'interprétation sera plutôt réaliste. Genre, il s'est levé du mauvais pied ou il doit avoir des soucis. En fonction d'interprétation, on vit des émotions différentes, de l'énervement ou de la tristesse par exemple, et on agit en fonction, soit en laissant passer, soit en lui demandant ce qui va pas. Ce qui peut arriver avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, c'est ça. Son ami ne va pas lui dire bonjour, elle va se dire « il ne m'aime plus, il va me laisser tomber ». Du coup, elle est très triste. Du coup, elle a un comportement excessif, genre « ah ben aujourd'hui, je vais le coller pour m'assurer que tout va bien ». Autre exemple. Vous avez un oral dans 5 minutes. Vous vous dites que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous maîtrisez pas le sujet, donc vous stressez un peu. Mais vous décidez de respirer un bon coup et d'y aller. Voyons ce que ferait une personnalité évitante par contre. Elle se dit « je suis nulle, ça sert à rien, j'y arriverai jamais ». Du coup, stress hyper intense. Du coup, elle décide de fuir la situation et de pas se présenter à son examen. Maintenant que tu as compris ce que c'était un trouble de la personnalité, tu vas me poser la question très pertinente, mais pourquoi ma copine, c'est une pétasse qui veut toujours être le centre de l'attention, alors que moi je suis toute tranquille? Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. Quand on est un petit enfant, on a des besoins en termes de sécurité, d'amour, d'écoute, de limites réalistes, patati patata, etc. Les attentes sont différentes pour tout le monde. Le petit enfant et ses besoins vont être confrontés à des gens qu'on va appeler les caregivers, c'est ceux qui vont répondre aux besoins de l'enfant. De façon générale, l'adaptation des donneurs de soins aux besoins de l'enfant se fait plutôt tranquillou, et l'enfant construit sa personnalité en fonction de ce qu'on lui donne. Mais quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, ça commence sacrément à chier. On reprend les deux exemples. Une petite fille est très heureuse avec son père, qui décide de l'abandonner à l'âge de 9 ans. Bon, vous l'imaginez, la fille, elle se sent hyper mal, parce qu'elle avait besoin de stabilité, et elle avait besoin de savoir que son père, il serait là pour elle. Première chose importante, elle souffre. Deuxième chose importante, elle va aussi interpréter l'événement d'une certaine manière. Et comme c'est une petite fille un peu con-con, elle interprète de manière biaisée. Ici, elle va se dire, mon père part parce que je suis pas assez bien, il doit plus m'aimer. Le problème, c'est que cette souffrance et cette interprétation va s'ancrer en elle, jusqu'à pourrir sa vie adulte, où dès que quelqu'un marquera un signe négatif envers elle, elle vivra l'événement comme la petite fille qu'elle était, en se disant qu'elle n'est pas assez bien, que la personne ne l'aimera jamais. Deuxième exemple, un enfant, il ramène 14 de moyenne, c'est super bien, et lui, il est content, il a besoin d'être valorisé de temps en temps. Mais son père préfère insister sur la nécessité de réussir à l'école et lui demande de faire encore mieux. Dans sa tête, il va intégrer « j'ai besoin de mettre la barre haute ». Ces exigences élevées intégrées vont lui pourrir la vie plus tard en lui rendant le moindre échec insupportable ou en lui foutant une pression bien trop forte dès qu'il doit être jugé. En résume, l'interprétation qu'on a du monde vient de croyances qu'on a sur nous et sur le monde, ces croyances qui viennent des relations qu'on a eues avec les gens qui ont pris soin de nous et aussi d'une partie biologique. Scientifiquement, les croyances, on les appelle des schémas, parce que c'est des sortes de plans de vie qui nous disent comment on devrait vivre et comment on doit réagir en fonction des situations. Quand il y a une trop grande différence entre nos besoins et ce qu'on nous offre, les croyances, elles risquent d'être très rigides, ce qui nous pousse à souffrir parce que ça va créer une vision du monde biaisée et des sentiments inadaptés. C'est super important de préciser que nos croyances sont personnelles et elles sont pas liées obligatoirement à des événements.
Une personne abandonnée à 9 ans va pas forcément interpréter les choses comme l'exemple que je viens de donner. Il y a chacun sa façon de vivre les choses, donc chacun sa personnalité. Si vous souhaitez avoir plus d'exemples de ce qui peut faire chier dans une personnalité, je vous laisse cette petite vidéo bonus. Vous pouvez y accéder en cliquant ici. Alors maintenant, tu vas te dire que c'est complètement con ce que je raconte, parce que toi, tu as été abandonné à 9 ans, mais tu t'en tires très bien. Eh ben, c'est pour ça que je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Ben, il y a des gens, ils ont un passé à la con, mais ils vont très bien maintenant. Et il y a des gens, ils ont eu des petits problèmes, et ils vont pas bien du tout maintenant. Ce qui risque de jouer, c'est les nouvelles rencontres, ou les nouveaux caregivers, qui vont modifier la marque laissée par le passé. Par exemple, un petit ami est très bien placé pour modifier le lien affectif entre une fille abandonnée et son père, et comme la présence d'un des grands-parents peut valoriser le petit en lui faisant prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être bien ou que la petite fille est assez bien pour être aimée. Ce qui peut jouer aussi, c'est la force de la marque émotionnelle laissée par les parents, qui peut être tellement forte qu'aucun événement n'arrive à la modifier de façon importante. Il y a des gens qui se remettent plus ou moins bien d'un abandon, par exemple, chose qu'on peut expliquer par la biologie ou la qualité des relations qu'on a eues avant l'abandon. Et enfin, troisièmement, il peut se mettre en place ce que j'appelle le cercle de la mort qui tue. Ça consiste en « j'ai un problème, j'essaie de le régler, j'ai un plus gros problème ». Ce que ça donne à une trouble de la personnalité, c'est ça. On reprend notre schéma. La femme croit qu'elle est pas assez bien pour être aimée. Son mec lui dit pas bonjour. Elle pense qu'il va l'abandonner et qu'elle ressent donc un profond désespoir. Instinctivement, elle va coller son mec pour s'assurer qu'il aime et lui donner un plein d'amour. Problème, le mec il en a marre d'être collé et il se barre. Ça confirme donc qu'elle est pas assez bien pour être aimée. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle croyait ne pas être assez bien pour être aimée, qu'elle a essayé de régler le problème en faisant une connerie, et que du coup, elle confirme qu'elle est pas assez bien pour être aimée. À sa prochaine relation, elle a donc encore plus de chances de déconner et d'avoir une personnalité de merde. Son problème empire au fil du temps. Autre exemple, un homme pense qu'il est nul, pas à la hauteur. Il doit passer un entretien d'embauche. Il se dit qu'il sera jamais à la hauteur, qu'il n'est pas qualifié, donc il a un stress important. Il craque et se rend pas à l'entretien. Il confirme alors qu'il est absolument nul et qu'il n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Voilà donc pourquoi une personne touchée dès son plus jeune âge peut continuer à en souffrir, soit en ne trouvant pas les personnes qui vont modifier ses schémas, soit en étant vulnérable à la situation subie, soit en confirmant éternellement ses croyances par ses réactions. Maintenant, tu vois pourquoi ta copine elle est pétée, elle sort toujours avec les mêmes connards. Et t'aimerais bien l'aider. Le problème, c'est qu'elle, elle te dit va te faire foutre à chaque fois que t'essaies de l'aider. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire pour les gens comme ça. Ce que je propose, c'est que je te laisse 10 secondes avec le schéma qu'on vient de faire pour trouver des solutions pour l'aider. Ok, en général, ce que les gens font, c'est donner des conseils sur les comportements. Genre, t'as qu'à foutre la paix à ton mec, ou vas-y en ton entretien, fonce, jeune homme pimpant. C'est de bons conseils, parce qu'on voit bien que dans ce cas, on casse la boucle de la mort qui tue, et qu'on améliore l'état de notre ami. Maintenant, après ce genre de conseils, on reçoit souvent un « t'as rien compris bordel » ou « fous-moi la paix avec tes conseils ». Pourquoi ? Si on se met à la place de la personne 2 secondes, on lui dit de changer de comportement, mais du coup on la laisse face à des sentiments difficilement supportables. D'accord, elle fera plus chier son mec, mais elle passera sa soirée à pleurer sur son canapé. D'accord, il ira à son entretien, mais il bégaiera et se foirera de stress. Donc c'est une très bonne idée, mais ça peut être difficile à mettre en place. Vous allez répondre, on n'a qu'à réduire l'émotion, ça baissera les chances que la personne déconne. Ça aussi c'est une bonne idée parce que ça rend la situation vachement plus supportable. Les médicaments par exemple fonctionnent hyper bien pour ça. Le problème, c'est que ça règle pas du tout le problème et que la personne risque de partir en vrille sur sa situation. Alors il y a une troisième solution, vous me direz, qui serait de changer l'interprétation de la personne et la rendre plus réaliste. Que la fille arrive à se rendre compte que son mec est juste de mauvaise humeur ou que le mec il comprenne qu'il est pas si nul que ça. Ça c'est une putain de bonne idée aussi. Parce qu'on voit bien que l'interprétation est centrale et qu'en la rendant plus réaliste, ça aura beaucoup d'influence sur tout le reste. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des gens, ils ont des problèmes hyper affectifs et que du coup, l'interprétation n'a rien à voir. Quand ils sont seuls chez eux, ils souffrent, un point c'est tout. C'est pas bien grave parce qu'il y a une autre solution. On peut augmenter la distance entre l'adulte sain et le petit enfant intérieur en difficulté. Pour que le cerveau ait pas l'impression constamment d'être cet enfant dont les besoins n'étaient pas comblés, mais qui comprenne que maintenant, il y a un adulte responsable de sa vie à côté de lui. Alors vous voyez, quelle que soit la solution qu'on ait choisie, il y a des avantages et des inconvénients. Et il y a énormément de techniques pour arriver à modifier chaque partie de la personnalité qui nous font souffrir.
L'important, c'est de bien comprendre la personne et de savoir ce qui marchera le mieux pour elle. Le mec stressé sera sensible à des techniques de modification de pensée, alors que la fille abandonnée, elle va surtout bénéficier des dernières techniques présentées. Si un professionnel comprend votre personnalité, il saura choisir le mieux pour vous. Si tu penses que tu es concerné par un problème ou un de tes proches est concerné par un problème, je t'encourage dans le moindre doute à consulter des professionnels qui sont présents sur ces sites, parce que plus on le prend tôt, mieux ça se soigne. Pour finir avec la vidéo, je vous conseille quelques livres intéressants, mais avec avis très personnel de ma part. Le premier est Comment ne pas se gâcher la vie. Le premier chapitre est très bien, le reste classe un peu trop les gens dans des cases à mon avis, mais les explications sont hyper simples pour n'importe qui. Le deuxième livre, c'est Réinventer ma vie. C'est un livre hyper complet, je le trouve plus complet que le premier, mais il est aussi plus dur à comprendre. Enfin, le troisième, La répétition des scénarios de vie. J'aime pas du tout le style de l'auteur, mais les gens qui répètent les mêmes conneries en boucle dans leur vie, ils sont sensibles. Genre sortir toujours avec les mêmes connards. Pour les psychiatres et psychologues, il n'y a pas vraiment à tortiller du cul. C'est la thérapie des schémas de Jung qu'il faut avoir parce qu'il y a toutes les explications théoriques, il y a les plans de thérapie, il y a des explications des techniques et il y a même des explications sur comment votre personnalité peut clasher avec celle des patients. Il n'y a pas mieux, c'est absolument génial, un point c'est tout. Si toi aussi tu penses qu'on est mal informé sur les troubles mentaux, je t'encourage à partager cette vidéo avec tes proches ou à t'abonner à notre chaîne, ce qui te permettra d'être au courant de nouvelles vidéos. À bientôt! Putain, j'en chie trop aujourd'hui. Oh, quelle horreur.